686e journal de bord, le premier journal de bord de l'année 2023. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez des idées de vœux pour la France et pour les Français en cette veille d'année qui commence? Mon Dieu, d'abord des vœux classiques. Souhaiter aux gens une bonne santé, qui est une des conditions de la vie équilibrée et heureuse. Mais en tous les cas, à tous les Français, jeunes, vieux, heureux, malheureux, je présente tous mes vœux de bonne et meilleure année. 23. 23. 23. J'y ajouterai que nous sommes en paix depuis relativement longtemps. Et ce souhait doit continuer à nous impressionner parce que les dangers sont toujours présents, mais on ne vivrait pas si on ne pensait qu'à ça. Donc, pensons à la paix, pensons au bonheur, pensons à nos familles, à nos amis. Et à tous, nous souhaitons bien sûr la meilleure année possible. Vous avez commencé par la santé. Alors vous savez que nous sommes dans une période assez particulière puisque nous constatons que le système de santé français qui a été présenté comme un des meilleurs du monde pendant des décennies, avec le système de protection sociale qui était issu de la Seconde Guerre mondiale et les grandes réformes qui ont suivi, le Conseil national de la résistance et ainsi de suite, qui faisaient quand même une espèce de bloc homogène à une époque. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout se délite dans ce domaine. L'hôpital, la médecine de ville, l'exclusion des soigneurs qui n'avaient pas été vaccinés et qui aujourd'hui ne sont pas réintégrés. Enfin bref, dans tous les domaines, depuis les 35 heures dans l'hôpital, puisqu'on peut essayer de dater cela et le début de ce dérapage, le numerus clausus auquel vous vous êtes toujours opposé depuis 40 ans, 50 ans, dont vous dénonciez l'absurdité. Et on nous dit aujourd'hui qu'il faudra 15 ans pour redresser la barque. Ça veut dire qu'être malade aujourd'hui, quand on est français et qu'on a cotisé à travers notre système social, c'est pas forcément une très bonne idée de sécurité. Dans mon cas, en effet, ça me touche relativement peu. Somme toute, 15 ans, c'est un délai que je m'accorde avec plaisir, mais il faut que le bon Dieu soit d'accord. Le système de santé français qui s'écroule, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je crois qu'on peut regretter infiniment la dégradation de notre système de santé. Et la situation actuelle est inquiétante. Et le fait qu'on puisse dire qu'il y a des gens qui sont morts sur des brancards, dans des couloirs d'hôpitaux, me paraît absolument scandaleuse. Car s'il y a un endroit où on peut espérer vivre, si j'ose dire, c'est bien dans des hôpitaux et être soigné de façon convenable, compte tenu du fait tout de même que c'est une affaire qui nous revient à tous assez cher et individuellement à chacun d'entre nous. Donc nous avons droit, je pense, à un système de santé qui soit équilibré et réaliste et réel. Je crois que les Français sont plutôt des gens de bonne volonté. On le voit d'ailleurs dans les différents appels qui ont été lancés à des comportements collectifs bénéfiques et qui sont suivis assez facilement par les gens. Les gens sont assez d'accord avec les consignes de vie heureuse, en quelque sorte. Et bien sûr, chacun doit y mettre du sien. Mais il faut aussi que l'État tienne ses promesses et remplisse ses engagements. L'État, c'est aussi les gouvernements, donc des majorités politiques. Bien sûr. Chacun est responsable, parce que l'État, c'est une chose, mais les majorités politiques qui soutiennent l'État dans son exercice, c'en est une autre. On parlait de la santé, mais il n'y a pas que ça. L'engagement, par exemple, du président de la République, qui vient d'annoncer l'envoi de forces militaires supplémentaires en matériel léger, des chars, à l'Ukraine, à un moment où on sent bien qu'il y a une forme d'escalade qui se met en place dans ce climat général-là, et que tout le monde sait, parce que ça a été beaucoup répété par tous les experts,
que nous avons 3 à 4 jours de munitions possibles si nous devions nous-mêmes réagir à une attaque extérieure, sauf à passer directement au stade ultime qui est le nucléaire. Est-ce que vous croyez que cette politique-là, la politique de la France, d'engagement complet, comme il l'a dit dans ses vœux, aux côtés de l'Ukraine, à tout risque, soit la bonne stratégie pour la France et la sécurité des Français? C'est une situation très inquiétante. Parce qu'on peut constater une chose, c'est que les dépenses militaires sont en situation de croissance partout. Et par conséquent, si on fait des armes, généralement, c'est pour s'en servir. Tôt ou tard, bien sûr, c'est toujours dans le sens de la paix. Mais il arrive à un moment donné où les événements échappent aux hommes et où ils sont entraînés par des mécanismes qui sont en dehors de leur volonté. Et moi, personnellement, je dois dire qu'en ce début d'année, en souhaitant bien sûr la paix et le bonheur à tout le monde, je dois aussi dire mes inquiétudes relativement à un certain nombre de problèmes, dont celui-là. Vous avez une crainte d'un dérapage généralisé, éventuellement? Oui. Encore une fois, je constate par la longueur de ma vie politique et des observations que j'ai pu faire que les événements échappent beaucoup plus qu'on pourrait le croire au gouvernement des hommes et qu'un certain nombre de mécanismes, une fois mis en place, eh bien, ils deviennent irréversibles. Et par conséquent, je crains toujours qu'on s'engage à un moment donné ou à un autre dans une de ces formules. Je vous pose une question qui n'est pas apparue complètement dans la campagne présidentielle dernière. Croyez-vous qu'il existe un État profond américain qui jouerait un jeu différent des forces politiques américaines et qui chercherait le conflit, y compris pour affaiblir la Russie dans un premier temps et éventuellement dans une forme de fuite en avant en cherchant le contact direct avec la Chine? Je ne peux pas le croire parce que les dirigeants politiques qui méritent ce nom, et qui ont donc la lucidité élémentaire, savent bien que s'il y avait un conflit général, il aurait une forme tragique, terrible, à partir du nucléaire, et qu'à partir du moment où ce système s'enclencherait, on ne voit pas très bien où il pourrait s'arrêter. Il peut contenir l'image d'un désastre général de la Terre. Donc je pense que ceci agit de façon relativement asthénique sur les comportements publics tout de même. Je crois que tout le monde pense à cela, tout le monde sait bien que la prochaine guerre peut être nucléaire, ou sera nucléaire, et que par conséquent, il faut s'y engager avec extrêmement de prudence. Dernière question sur ce sujet. Vous avez le sentiment d'une escalade ou d'une désescalade, à un moment où la Russie propose, autour du Noël orthodoxe, de faire une sorte de pause de quelques heures, de 36 heures. Oui. Faut-il prendre ça au sérieux ou bien est-ce une manœuvre La pause de 36 heures, je crois qu'il faut la prendre très au sérieux. C'est au lendemain des 36 heures. C'est l'avenir de la 37e. Et ça, alors là, je suis beaucoup moins heureux de voir ce qui se passe. Parce que autant je me félicite de voir les gens s'étreindre dans des journées pacifiques, autant je m'inquiète de voir les politiques mises en œuvre qui conduisent, me semble-t-il, à peu près irrésistiblement à des confrontations. Toute la presse et beaucoup d'observateurs politiques semblent penser que le mois de janvier va être compliqué pour le gouvernement à propos des réformes qui sont en cours et en particulier la réforme des retraites. On a vu que Mme Borne était revenue sur un décret concernant l'assurance chômage qui était en train d'irriter encore un petit peu plus les forces syndicales, même si elles sont résiduelles. On entend parler de mouvements gilets jaunes qui reviendraient à la surface. Et puis je me souviens d'une phrase de Marine Le Pen à votre propos. Mon père est favorable à la retraite à 100 ans. C'était un bon mot, ma foi. Oui, mais vous avez toujours pensé
Moi-même, je suis assez favorable à la retraite à 100 ans, encore que j'ai acquis mes droits à la retraite depuis très longtemps. Tout de même, 35 ans de mandat parlementaire européen, 10 ans de parlementaire national, ma foi, je Oui, crois. mais si vous aviez été, comme dans votre jeunesse, mineur de fond ou marin de chalutier, peut-être que vous ne penseriez pas exactement la même chose. Autrement dit, c'est une réforme qu'on peut adapter à la pénibilité, à la nature même des emplois. C'est vrai, mais ces amodiations existent déjà dans notre législation. Je vois par exemple, pour les marins-pêcheurs, les délais ne sont pas du tout les mêmes que pour les autres travailleurs, compte tenu du fait de la pénibilité extrême du travail des chalutiers, par exemple. En revanche, il persiste des régimes spéciaux. Quand vous conduisez un TGV aujourd'hui, ça n'est pas exactement la même chose que la bête humaine de Zola avec la grosse machine. Oui, évidemment, les choses ont changé quand même depuis. Autrement dit, cette réforme, vous la voyez venir comment? Vous aviez dit, et je me répète, à l'époque, quand on a fait les 35 heures plus la retraite à 60 ans, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Oui, parce que ça indiquait une politique de laisser aller, de facilité en quelque sorte, alors qu'il me semblait que les perspectives étaient plutôt inquiétantes et devaient plutôt mobiliser les gens sur des positions beaucoup plus morales, si j'ose dire, beaucoup plus fermes. Et là, je crois qu'il y a eu peut-être une erreur d'appréciation. Et je crois qu'il est sage de prévoir le pire. Alors, en matière de prévision du pire, il y a la hausse du prix de l'énergie qui est en train de fragiliser beaucoup d'entreprises, et en particulier artisans, commerçants, boulangers, puisque c'est l'actualité, avec ce tissu local qui est en train de se détruire, quoi qu'il arrive, et qui était en train de se détruire, le tissu local des commerces de proximité, etc. Le boulanger, la boulangerie, c'est un symbole français extrêmement fort. C'est un très grand symbole, très, très fort en effet. Et si on dit à nos boulangers que leur facture énergétique va être multipliée par 10, il est bien évident qu'ils ne vont pas tenir. En plus, il y a le prix de matières premières qui est en partie à la cause de la guerre d'Ukraine et du mécanisme d'inflation qui s'était déclenché avant même la guerre d'Ukraine et qui ne semble pas maîtrisé. Tout ça peut amener à une véritable catastrophe avec des interruptions de service. Oui, enfin, d'ailleurs, on ne peut pas passer d'une note de 1 à 10 quand on a 10, 12 salariés, etc. C'est sûr que l'on va se trouver là en face de problèmes qui n'étaient probablement pas prévus dans la dimension qui est celle qu'elle va prendre. Oui, mais le président de la République disait ça dans ses vœux, justement, pas prévu. Oui, mais enfin, vous avez passé votre vie à dire gouverner, c'est prévoir. Il faudrait savoir. Est-ce que gouverner, c'est prévoir, ou est-ce que c'est accompagner le fait qu'on n'a pas prévu? Bien sûr, mais bien souvent, l'imprévisible s'impose. Mais la sagesse des gouvernements consiste précisément à diminuer le plus possible les aléas de l'avenir et à protéger la communauté nationale, protéger la France, les Français et les Françaises, il ne faut jamais oublier des risques que comporte la vie internationale d'aujourd'hui et des risques qui n'ont pas diminué et qui vont probablement augmenter, en particulier par le fait de l'augmentation du coût de la vie, qui va être beaucoup plus importante, à mon avis, dans le courant de l'année que prévu, qu'annoncé. Et là, je pense qu'il va y avoir des moments difficiles, des passages difficiles à franchir qui exigent justement un sentiment national solide et encouragé. Qui dit national ne dit pas forcément européen. Hélas, voilà, nous sommes toujours pris dans cette contradiction entre notre politique nationale et la politique européenne qui peut diverger dans différents pays, et ce qui prouve d'ailleurs l'inanité de l'intention européenne proprement dite, européiste. La journée a été marquée aujourd'hui par le fait que deux papes, un pape en exercice et un pape émérite, Benoît XVI qui vient de décéder, se sont croisés dans la circonstance, place Saint-Pierre, des obsèques de Benoît XVI. Qu'est-ce que vous a inspiré cette personnalité de Benoît XVI
Oui, c'est de dire que c'est la première fois qu'on voyait un pape En enterrer un autre. se mettre en situation de chômage en quelque sorte. Et ça restera, je crois, une exception. Et la règle est justement de suivre les rôles de la vie et de faire comme l'a fait la reine d'Angleterre, aller jusqu'au bout de la vie et par conséquent du mandat qui vous a été donné. C'est un mandat très particulier, celui que reçoit de la part du Sacré Collège, de la part des cardinaux, le pape. C'est un drôle de mandat. Ah oui, C'est autre chose qu'une législative partielle. c'est sûr, c'est sûr. Vous vous sentez proche de tout cela aujourd'hui encore? Vous qui êtes breton, qui avez été très marqué par le catholicisme, vos études chez les jésuites. Je reste marqué. Même si quelquefois les évêques n'ont pas été tendres avec vous. Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça, les clercs, ça n'est pas la religion. Ce n'est pas Dieu. Ce ne sont que les clercs. Mais ils méritent le respect de leur État. Merci Jean-Marie Le Pen. Encore un dernier mot peut-être, les vœux 2023. Ah, Bonne évidemment. année à vous. Mes vœux, je les renouvelle, mes vœux de bonne et heureuse année à tous nos auditeurs, à tous nos amis, à tous ceux qui mènent avec nous le combat national qui, me semble-t-il, est prioritaire dans le temps actuel. Et puis pour le reste, croisons les doigts et prions le bon Dieu Et cette pour phrase, vous que ça dure. Et cette phrase, Le Pen avait raison, finalement, vous la ressentez toujours en 2023 avec la Oui, même force. c'est, si vous voulez, c'est à la fois intellectuellement flatteur, mais sur le plan humain, assez inquiétant, compte tenu du fait que les observations que j'avais faites étaient plutôt pessimistes. Merci Jean-Marie Le Pen. Compris. À la semaine prochaine.